présentation de cet événement, Island Innovation Summit. C'est ça. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Alors en fait, le Virtual Island Summit, c'est une innovation, on va dire, d'une société qui s'appelle Island Innovation, qui est dirigée par James Elinor, donc qui est un Américain, et il a décidé devant la crise en fait du Covid-19, il a décidé de mettre en place un nouveau système de forums, de grandes rencontres internationales, qui se rapproche le plus possible de ce qu'on connaît dans les grands forums caribéens, nationaux, internationaux. Donc il a décidé de monter ce projet donc, autour du développement durable avec un certain nombre de partenaires qui sont tous indiqués dans le communiqué de presse, la liste est longue, et donc de sélectionner des ambassadeurs dans les différentes îles tout autour du monde. Donc cette année, on a eu plus de 150 ambassadeurs représentant des îles aussi diverses que l'Australie, Trinidad, Tobago, Sainte-Lucie, ou même la Martinique, la Guadeloupe, et l'île de Guam, Fidji, enfin voilà, avec des destinations très très exotiques. Sur ce format justement qui permet de se réunir tous en même temps, avec quand même la contrainte du décalage horaire. Je ne vous cache pas que plusieurs fois, la nuit à 3h du matin, à 4h du matin, c'est pas forcément. Ça pique un peu, on va dire. Ça pique un petit peu. Mais en fait, on retrouve la même configuration, c'est-à-dire des réunions Zoom, où en fait, sur des thèmes donnés, il y en a eu à peu près 3 par jour sur les 7 derniers jours. Et ensuite, des formats qu'ils appellent les rémos, donc les salons. Et ça ressemble effectivement sur Internet, en ligne, je vous fournirai quelques photos, à un salon, c'est-à-dire qu'il y a différents petits salons les uns à côté des autres, et vous créez votre avatar, et de cet avatar, vous pouvez vous déplacer de table en table, discuter avec telle personne. C'est fait vraiment pour le networking, c'est fait pour véritablement rencontrer les gens qui participent au sommet. Donc, contrairement au format classique, on n'a pas vraiment l'opportunité de parler. En fait, on écoute surtout les participants, les speakers. Et ensuite, nous, on échange autour de ces questions-là le soir. Et puis, il y a eu aussi une autre innovation qui m'a particulièrement marqué. C'est ce qu'ils appellent l'Expo Plus. Donc, Expo Plus, c'est tout simplement comme une grande exposition. Donc, il y a des petits corners un petit peu partout, dédiés aux sponsors de l'événement, dans lesquels on retrouve des vidéos, des personnes sur des chats pour pouvoir répondre aux différentes questions. Et je me suis vraiment senti, surtout dans l'expo, très très proche de ce qu'on vit habituellement à l'étranger. Donc c'est ça qui m'a vraiment surpris. D'accord. Concrètement, sur quoi l'événement peut déboucher pour le développement des projets que vous avez nourris, et puis pour la Martinique, et puis pour les Antilles aussi, parce que j'ai vu que la Guadeloupe participait aussi avec son ambassadeur. C'est ça. Alors, qu'est-ce que nous attendions au départ de ce type d'événement? Premièrement, c'est de faire entendre la voix de la Martinique, c'est-à-dire faire connaître les spécificités de son intelligence locale. C'est vraiment ça l'objectif, c'est-à-dire que nous sommes une île, nous rencontrons des problématiques qui sont particulières, et nous essayons d'y répondre avec notre perspective et notre connaissance de notre milieu. Et maintenant, autour de ces questions-là, on a sélectionné 4 entrepreneurs que vous connaissez, qui sont évidemment M. Paulénor, M. Marius, M. Jean-Nicolas François et bien sûr Marwan Bechgan. Donc en fait, on a sélectionné ces entrepreneurs-là pour faire la démonstration de notre savoir-faire local. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, bien entendu. Il y a des centaines, certainement peut-être même des milliers d'acteurs du développement durable, mais on a décidé de se focaliser sur ces 4-là pour les mettre en avant dans ce sommet. Donc, c'était véritablement la contribution de la Martinique à ce niveau-là, c'est-à-dire l'excellence énergétique, la capacité de concevoir des logiciels, les meubles antisismiques et des systèmes innovants pour protéger l'environnement et lutter notamment contre
le nombre croissant de véhicules qu'il y a en Martinique. Donc, c'est 4 thématiques que nous avons estimées importantes et qui sont véritablement ce que nous avons mis en avant. Et tout le reste, ça a consisté pour nous à écouter les autres, tout au long des différentes sessions. Donc il y a eu 3 temps, si je puis dire, dans le sommaire. Les 3 premiers jours, c'était essentiellement des prises de parole politiques. Donc avec les speakers, je pense bien évidemment au Premier ministre de Saint-Vincent et Grenadines, M. Raul Gonsalves, mais aussi un point très particulier sur le Pacifique sud-ouest, avec Guam, Fidji, Tuvalu, Micronésie, etc. Donc ce sont des États ou des territoires qu'en général on trouve peu représentés dans les grands sommets internationaux, qui ont justement profité de cette opportunité-là pour se faire entendre. C'est très rare en fait qu'ils aient des plateformes comme ça qui soient adaptées un peu à leur côté ultra-périphérique, et quelque part ça rejoint aussi nos inquiétudes. Donc vraiment c'était impressionnant de voir à quel point il y a des similarités, même si parfois c'est même pas le même climat que nous, mais quand ça l'est, en tout cas les similarités sont vraiment fortes. Donc c'est sur cette base-là que nous aussi on est allé les écouter. Donc premier temps, un point très focalisé sur la gestion durable des océans. Si on résume, là encore je simplifie, pratiquement toutes les interventions de chefs d'État ou de gouvernement sont vraiment focalisées sur la question de la gestion durable des océans. C'est-à-dire laisser pour les générations futures des ressources halieutiques, des ressources maritimes, etc. en bon état, ne pas les surcharger. C'était particulièrement flagrant pour l'île de Guam, qui a une réputation internationale dans la production de fruits de mer, et qui donc a interrogé les autres îles sur la façon de s'inspirer des autres pour mieux prendre en compte l'expérience cumulée et améliorer leurs pratiques. Un autre point aussi important qui réunit surtout les Caribéens, c'est-à-dire notamment le président du Guyana. Alors je ne vous donne pas les noms parce que je ne voudrais pas les écorcher, mais vous les trouverez facilement. Le Premier ministre de Saint-Vincent notamment, et puis il y a eu aussi quelqu'un de Curaçao qui est intervenu. Eux ont par contre beaucoup insisté sur le respect des accords de Paris, avec notamment un focus sur la protection des ressources amazoniennes, sans oublier évidemment la mer, bien sûr, qui est en fait pour la majorité des îles la ressource la plus abondante et la moins bien exploitée. Deuxième temps, c'était vraiment un temps énergie, donc toutes sortes d'énergies renouvelables, durables, éoliennes, solaires, etc., biomasse, géothermie, assez peu de ce que j'ai entendu, mais c'était essentiellement ces questions-là, avec ce qui a été vraiment une grande source d'inspiration pour nous, des idées, je dirais, spécialement conçues pour les îles. Alors, je me souviens tout particulièrement d'un entrepreneur américain de la côte ouest qui a développé un système de fleurs photovoltaïques qui ressemble à un poteau électrique, tout simplement. Donc en fait, il y a les pales, la fleur, c'est une pale éolienne spécialement conçue dans un domaine insulaire, donc conçue à Curaçao. Elle a été mise en place pour pouvoir lutter notamment contre les inondations qu'il y a eu sur l'île de Curaçao après l'ouragan. Et donc en dessous de cette fleur, il y a un système de pompe qui a permis, grâce à l'énergie solaire tout simplement, d'évacuer l'eau des inondations. Et sur les feuilles en fait, de cette fleur, il y a des panneaux photovoltaïques. Les municipalités peuvent installer également leur système de surveillance, tout ça en off-grid. Et le plus intéressant, le plus proche de cette intelligence pratique que nous essayons de mettre en valeur, on peut recharger son téléphone portable. Il y a des bancs qui sont reliés en fait à la base de la fleur, et donc les individus peuvent recharger leur téléphone portable. Dans un contexte de crise majeure, c'est extrêmement important de pouvoir rester joignable. Donc quand le système électrique est complètement défaillant,
comme ça a été le cas dans l'expérimentation qu'ils ont menée, effectivement, ils ont pu constater que ça fonctionne, ça permet aux gens de se connecter, ça permet aux gens de discuter, etc. Et ça crée du lien social. Et ça, c'est une idée qui m'a semblé particulièrement frappante parce que je n'aurais jamais pensé un jour pouvoir recharger mon téléphone sur un poteau électrique, tout simplement. Donc il y a des idées comme ça qui ont un petit peu suscité l'intérêt tout au long du sommet. Il y a également une expérience caribéenne cette fois autour de la question des plages. Donc ça c'était quelque chose qui m'a inspiré aussi, c'est-à-dire le fait d'avoir des ambassadeurs pour les plages. C'est-à-dire des gens qui sont en interconnexion directe avec les services de protection de l'environnement, les services de sécurité, etc. Dans des îles et des pays où peut-être il n'y a pas spécialement de services dédiés à ces questions-là, des services d'État en l'occurrence. Donc c'est une ONG qui a monté cette idée, donc d'avoir des ambassadeurs de plage qui racontent et qui expliquent, qui aident en fait les usagers au quotidien des différentes plages pour leur sécurité et aussi pour la protection de l'environnement. Donc ça, c'est une idée qui effectivement était tout à fait marquante. Et puis à la fin du sommet, il y a je ne vous cache pas qu'à la fin d'un sommet de 7 jours, jour et nuit, on commence à pêcher un peu les lambis. Et il y a eu un entrepreneur, pareil, de la côte est américaine, qui a réveillé tout le monde à la fin du sommet en déclarant qu'il avait mis au point un système dans l'économie circulaire pour récupérer les déchets de poissons, les déchets de langoustes, donc les carcasses de langoustes, les carcasses de crevettes et les arêtes de poissons, et de les transformer en engrais. Et ça, à partir du moment où il a dit ça, et bien évidemment, tous mes confrères ambassadeurs saint-luciens, dominicains, trinidadiens, jamaïcains se sont agglomérés autour de lui pour voir où est-ce que cette idée pourrait nous mener. Et j'en ai fait de même parce que je trouve que c'est vraiment une des idées qui m'a le plus marqué. C'est une qui est arrivée aussi en dernier, mais elle a été vraiment marquante dans le sommet, c'est-à-dire un sommet dans lequel les différents partenaires cherchaient véritablement des solutions durables et low-tech surtout, pas forcément high-tech. Il y a du high-tech, il y a du low-tech, mais cette solution low-tech-là a particulièrement attiré notre attention. D'accord. Concrètement, est-ce que le forum va déboucher, je sais pas, sur des partenariats Non, il a déjà débouché sur des partenariats. Pas spécifiquement avec la Martinique, parce que pour le moment, on a surtout écouté les différentes parties. Il y a eu quand même 10 000 participants à ce sommet virtuel. C'est suffisamment rare pour être remarqué. Ça fait pratiquement la moitié d'un stade de football. C'est rare dans les grands sommets internationaux, surtout sur les questions de développement durable. Donc, félicitations à toute l'équipe, ça c'est vraiment remarquable. Maintenant, le sommet, c'est toujours la même procédure, si je puis dire. D'abord, il sélectionne des ambassadeurs, donc des personnes qui ont fonction de rassembler autour de cette question-là. Et ensuite, de participer au sommet, donc d'être à l'écoute, d'en faire un rapport, en tout cas de rendre compte à la population au travers de votre journal et au travers d'autres interventions à venir. Et surtout, ensuite, de mettre en contact. Donc, pendant le sommet, c'était la meilleure occasion de mettre en contact, puisque effectivement, c'était gratuit et ouvert la plupart du temps, par quelques sessions qui étaient payantes. Il y a eu effectivement une session en français, une session en espagnol, qui était en fait une démarche d'ouverture, parce que le Island Innovation, c'est surtout une entreprise anglophone et avec des partenaires anglophones. Donc, cette participation canadienne, martiniquaise, guadeloupéenne, etc., c'était vraiment l'occasion de marquer la nécessité aussi de laisser un espace à la francophonie. D'accord. Et ça, c'était très très bien. Juste pour revenir sur les 4 porteurs de projets que vous aviez évoqués. Ah non, ce ne sont pas des porteurs de projets, ce sont des entrepreneurs. Des entrepreneurs, pardon.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement leur activité, Ouais. ce qu'ils proposent? Alors, Monsieur Marilus, Emmanuel Marilus, est très connu en Martinique. Donc, il a développé, donc c'est un ingénieur qui a développé un système de protection un système de meubles de protection qui lutte contre l'effondrement en cas de gros séisme. Donc il a breveté son savoir et son savoir-faire et il a développé encore de nouvelles technologies pour pouvoir notamment permettre dans les habitats d'avoir des pièces entièrement sécurisées qui ne s'effondreront pas si jamais il y a un tremblement de terre majeur. Et comme de toutes les façons, nous ne sommes pas les seuls à avoir un risque sismique, ça a beaucoup intéressé d'autres îles. D'accord. Voilà. Donc il y a M. Polénor qui propose un système de partage de copropriété de véhicules, donc de 4 roues, donc soit des utilitaires, des berlines, enfin différents types de véhicules qui seraient mutualisés en fait au sein d'une association et d'une société de transport, et donc qui seraient loués à leurs utilisateurs selon le besoin, selon l'usage, pour des durées courtes ou longues en fonction de leurs besoins. Mais l'idée, c'est de diminuer le nombre de véhicules sur les îles et surtout, donc, spécifiquement en Martinique, mais le concept est scalable. Donc l'objectif de tout ça, c'est de véritablement proposer des solutions en fait pour ces deux questions-là. Ensuite, Marwan Bechgan et Jean-Nicolas François, donc, qui a été représenté par Franz Ebader de GreenTech. Donc GreenTech, c'est une société très connue en Martinique qui a donné à voir véritablement de nouvelles manières de circuler, de nouvelles manières de recharger ses véhicules électriques, etc. Donc c'est très spécialisé dans l'énergie. Et les deux, pareil. Donc GreenTech, c'est plus les solutions pratiques, c'est-à-dire les bornes, les réseaux, les microgrids, les systèmes de réduction de dépendance énergétique, voire d'autonomie complète. Et Marwan Bechgan, donc martiniquais, 100%, originaire de Tartane, il insiste beaucoup là-dessus. Lui, c'est un ingénieur des bâtiments de travaux publics qui s'est spécialisé dans le monitoring de la consommation énergétique pour améliorer en fait les consommations et réduire les factures de tous ses clients. Et pour cela, il travaille avec un énergéticien qui s'appelle Grégory Geneviève Chenevaux, qui travaille, donc il travaille en tandem à la fois sur les petites résidences ou les unités d'habitation, voilà, de logement simple, jusqu'aux grandes installations industrielles et notamment les installations classées comme les stations-service, les centres commerciaux, etc. Donc concrètement, c'est un système informatique qui permet de gérer la consommation d'électricité. Voilà, en fait c'est un système, ils ont mis en place un système qui permet de remonter la consommation et ensuite de l'optimiser. Voilà, et tout ça à distance. Et c'est justement ce qui est particulièrement intéressant avec leur système, c'est que là encore il est tout à fait scalable, dans le sens où maintenant qu'ils ont la technologie, qu'ils ont les partenaires, les brevets et tout le reste, il est extrêmement facile de pouvoir l'exporter dans toutes les îles du monde. Ça, c'est pas un problème. Ils font un gros focus notamment sur Haïti en ce moment. D'accord. Voilà. Ok. C'est vraiment des entreprises à suivre. Ouais, je vois, ouais. Du coup, pour eux, oui, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'améliorer leur publicité en dehors de la Martinique. C'est un échange. Ouais, c'est un échange. En fait, il y a à la fois se faire connaître auprès de prospects. C'est pas l'essentiel de ce type de sommet parce que l'objectif, c'est de faire une démonstration. C'est-à-dire de dire, voilà, nous, on a une expérience, une expertise dans ce domaine-là. Elle est spécialement conçue pour l'espace dans lequel nous vivons. Et on peut vous le proposer. Voilà. On peut le développer en partenariat. Voilà. C'est essentiellement ça le sommet. Et si au moins ce sommet aboutissait à un partenariat, ce serait déjà un bien meilleur résultat que ceux d'autres sommets que j'ai vus dans le passé.
Si j'ai bien compris, c'était la première édition du coup, puisque vous avez dit C'est qu'ils ont ça. développé ça à la suite du Covid. C'est ça, exactement. Donc il devrait y avoir l'année prochaine une nouvelle édition. On n'en sait rien pour le moment, mais vraisemblablement ça va revenir régulièrement. On n'a pas de date. D'accord. Par contre, vous allez me retrouver au mois d'octobre, début du mois d'octobre, au C20. Donc ça c'est mon actualité. Donc je suis ambassadeur de la Martinique au C20, qui est le sommet civil en fait de préparation du G20 en Arabie Saoudite. Donc pareil, ce sera également en ligne. Ça a des avantages et ça a des inconvénients. Les avantages, c'est qu'effectivement, on n'a pas besoin de partir en avion, il n'y a pas de risque de contamination, des choses comme ça. Oui, ce sera virtuel encore. Encore une fois, sur le même format, c'est ça. Et mais bon, ça a aussi des inconvénients, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins agréable, forcément. Mais tout ça pour dire que participer à des sommets virtuels à l'heure actuelle, ça me semble être devenu une compétence essentielle d'un ambassadeur, de quelqu'un qui représente en fait son pays ou son île. C'est une technologie qui va s'améliorer, qui va intégrer nos vies, comme Zoom par exemple. Et justement, ça va marquer une véritable différence entre la façon dont on travaille avec des pays étrangers. Et c'est vraiment une expérience, une expertise que nous avons au niveau du LAD, donc qui est l'association que je préside. Oui, l'idée c'est aussi de réduire les déplacements, utiliser la technologie qui nous est offerte pour limiter les déplacements. Bon, après, j'imagine que la rencontre physique est rien ne la remplace, voilà. Mais c'est un pis-aller qu'on est prêt à supporter tous, quoi. Mais c'est plus que ça, hein. C'est pas seulement quelque chose qui vient anecdotiquement offrir une solution temporaire. C'est véritablement une compétence qui est nécessaire à tous ceux qui veulent revendiquer le titre d'ambassadeur. Parce que ça va devenir une norme, une référence au fur et à mesure des années, même si la situation sanitaire s'améliore, il est certain que la véritable problématique, c'est celle du budget pour ce type d'événement. Donc au fur et à mesure des années, je crois que ce sera vraiment une question de compétence, c'est-à-dire la capacité à y assister, à tenir le rythme, à faire les rapports, etc. etc. C'est une compétence vraiment de professionnel. C'est plus une partie anecdotique du travail d'ambassadeur. D'ailleurs, comment vous êtes devenu ambassadeur? Comment ça s'est fait? En fait, à la base, je suis l'ancien responsable chargé de mission du conseil régional. J'étais en fonction jusqu'en 2015. Donc du service de la direction de la coopération et des affaires européennes. Donc c'est véritablement là que j'étais en charge d'un réseau de délégués, entre guillemets, qui étaient répartis un petit peu partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Europe, à Bruxelles bien sûr, mais aussi dans la Caraïbe. Et donc en tant que coordinateur de ces représentants, j'ai développé en fait toutes ces compétences que j'avais déjà pour la coopération internationale, la diplomatie économique et ces questions-là. Donc après, dans l'association, à partir de depuis déjà 2014, mais on va dire à partir de 2015, mi-2015, donc l'association que je préside a pris un véritable tournant pour se focaliser sur la coopération internationale. Le nom de l'association, c'est LAD, la jeunesse en nous prend mouvant. Et donc cette association-là, c'est celle que je préside aujourd'hui et qui vraiment a un rôle essentiel dans l'intégration de la Martinique, notamment au CRIC. Donc le CRIC qui est le Caribbean Regional Youth Council, donc qui est une organisation de différents pays de la Caraïbe, essentiellement du CARICOM,
et donc qui se sont alliés pour créer une entité parapluie qui comprend toutes les associations, en tout cas un maximum d'associations de jeunes dans les différentes îles partenaires. Donc la Martinique est le neuvième pays, territoire à rejoindre cette organisation au travers du LAD. Voilà. Ok, très bien. Je voulais savoir également ce que ça peut, enfin, du côté de la Guadeloupe, si vous avez eu des échos. J'ai essayé d'entrer en contact avec d'ailleurs votre homologue, mais j'ai pas réussi à. Je vous avoue que nous non plus, on n'a pas réussi à rentrer en contact avec lui. Je crois qu'il n'y en a qu'un. Je crois que c'est le fondateur d'un Fab Lab. C'est possible, c'est possible. J'ai essayé pendant la manifestation de voir s'il participait à quelques événements, mais je n'ai pas, j'ai pas réussi à le contacter. Il faut dire aussi qu'il y a une émanente et irréversible difficulté technique souvent. Quand on travaille sur des plateformes avec des partenaires qui sont aussi éloignés, les difficultés techniques se sont multipliées tout le long du sommet. Pas au point de le remettre en cause. Des participants nigérians par exemple ou d'îles aussi éloignées que Sainte-Hélène par exemple, bon, étaient régulièrement déconnectés, mais c'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces difficultés techniques-là n'ont pas remis en cause véritablement le contenu et la qualité du sommet, mais elles étaient là quand même. J'ai vu qu'il n'y avait pas que des territoires insulaires. J'ai vu par exemple le Guyana qui participait. Comment on explique d'ailleurs que voilà, des territoires continentaux entre guillemets puissent participer aussi. Alors en fait, ce ne sont pas toujours des territoires continentaux, ce sont obligatoirement des ressortissants d'îles. Parfois, il y a des toutes petites îles, très peu habitées, qui sont représentées. Il y a un exemple, alors le Guyana spécifiquement, je vous avoue que je connais pas, je ne suis pas un spécialiste de la géographie du Guyana, mais par exemple le Nigeria, en fait le représentant, c'était un représentant qui venait de l'île de Lagos. Parce que Lagos, la capitale du Nigeria, est sur une île. Donc, ces questions-là, enfin, si on se limite à une approche de néophyte, on va dire, ah ben non, le Nigeria, c'est pas une île, la Guyane, c'est pas une île, le Guyana, c'est pas une île. Non, il y a des îles qui font partie de ces espaces-là, et nous, on s'inspire de leurs travaux. Donc, il y a des petites îles, il y a des micro-îles, et il y a des îles gigantesques. Voilà, donc il faut véritablement savoir s'inspirer des différentes catégories d'îles en fonction de leur taille, en fonction de leur pertinence, etc., de leur climat. Il y a toutes sortes d'aspects qui rentrent en considération. Voilà. Ok. Est-ce que vous vouliez rajouter peut-être quelque chose que j'avais oublié d'évoquer avec vous, quelque chose qui... Ben, en fait, la suite, c'est ça. La suite, c'est vraiment ce C20 qui arrive. Je ne manquerai pas de tenir au courant. Et puis, la publication du rapport. Et puis la publication du rapport, voilà, que je suis en train de rédiger encore, ça prendra un petit peu de temps, mais histoire qu'on cadre bien tout et tout. Et il y aura évidemment des contacts. Il arrivera avant la fin de l'année. Ah oui, ah non, ça c'est certain. C'est certain. Mais en attendant, la véritable question, c'est que faire de cette participation? Hormis la mettre en valeur, ça c'est notre rôle, c'est ce qu'on a fait au travers des médias. Donc on tient à remercier les médias qui ont particulièrement bien couvert cet événement, à ma grande surprise, je vous le dis très sincèrement. Il y a d'autres événements qui arrivent, donc je vous ai donné mon actualité sur l'Arabie Saoudite prochainement, et il y a encore tellement d'autres événements qui de toutes les façons sont contraints de se réorganiser en ligne, quoi. Et pour lesquels la Martinique peut jouer un rôle. Mais dans cette action, nous avons pris en quelque part une place qui était laissée libre par la CTM. Et ça, c'est regrettable. Parce que c'est le rôle de la CTM de participer à ce genre d'événement, de représenter le pays Martinique dans à la fois sa coopération, sa géographie cordiale, mais surtout sa diplomatie économique, c'est-à-dire avec plus de 3000 chômeurs en 3 mois sur le dernier trimestre écoulé, ça fait 1000 chômeurs par mois. La coopération est véritablement une solution pour résoudre le problème du chômage.
quand vous avez des commandes qui arrivent pour des entreprises martiniquaises ou des commandes qui partent d'entreprises martiniquaises vers un pays d'une langue étrangère avec d'autres modes de fonctionnement, etc., pour un marché spécifique, ça fait mathématiquement des emplois supplémentaires. Et j'ai le sentiment que la CTM a un peu déserté cet espace de la coopération de la diplomatie économique. Et du coup, c'est nous, les associations, qui reprenons ce travail. Et ce travail, c'est un travail éminemment politique au sens étymologique du terme. C'est-à-dire permettre aux sociétés d'avoir des débouchés commerciaux, d'avoir des opportunités commerciales et à d'autres fournisseurs que les franco-français ou bien que les Européens, de proposer des solutions auxquelles nous, on n'aurait pas pensé. Et je vous le dis, à part la consommation de champagne, c'est vraiment l'amour des langoustes qui le caractérise et qui est durable en Martinique. Donc si on trouve une solution au lieu de jeter, parce que c'était ça l'idée, et c'est vraiment une idée qui a marqué, au lieu de jeter ces déchets, entre guillemets, qui sont très riches en matériaux utilisables pour l'agriculture, ça offre des opportunités aux îles qui sont considérables, parce que souvent les îles, elles ont plus de mer que de terre sur le territoire, sur la zone économique exclusive qu'elles occupent, et par conséquent, leur ressource est maritime. Donc si les ressources maritimes, les déchets de ces ressources maritimes peuvent servir également à renforcer l'agriculture locale, on est vraiment dans un cercle vertueux. Et j'avoue que c'est une idée auquel moi j'aurais jamais pensé, j'aurais jamais cru que les carcasses de langoustes faisaient pousser les plantes. Voilà, tout simplement. Et c'est ça, cette intelligence inspirée, cette intelligence pragmatique et très insulaire fait ressortir. Et je le dis souvent, les contingences insulaires ne sont pas les contingences continentales. Elles sont souvent même à l'opposé. Parce que ce sont des territoires détachés, souvent petits, souvent face à des difficultés endogènes, etc. Et pour laquelle il faut donner la visibilité aux entrepreneurs et aux gens qui ont des idées ici. Je le répète, ce n'est pas le rôle des associations. C'est le travail fondamental de la collectivité territoriale de la Martinique et qu'elle ne fait pas. Pour rebondir là-dessus, est-ce que, je ne sais pas si l'île de la Réunion ou la Nouvelle-Calédonie, Tahiti ont participé, est-ce que les autorités de ces territoires ont participé, étaient présentes sur Alors, c'est possible, mais je vous avoue que je ne saurais pas le dire parce que je ne connais pas la liste des 10 000 personnes qui se sont inscrites au sommet. Il y a effectivement beaucoup d'universités internationales qui faisaient partie des partenaires. Vous avez une liste sur le communiqué de presse, parce que je veux froisser ou oublier personne. Vous avez en fait, si vous voulez, ils sont sur un créneau horaire tellement différent d'une autre que moi je n'ai pas fait toutes les réunions de nuit. Oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est possible qu'ils aient participé, je ne peux pas l'affirmer, mais je sais que d'une manière ou d'une autre, ils ont apporté leur pierre. D'accord. Et participer, c'est pas forcément participer aux conférences, c'est aussi envoyer des documents écrits, il y a un secrétariat du sommet, c'est très professionnel. En fait, beaucoup de gens me disent, c'est l'une des remarques que je voudrais vraiment laisser, c'est que beaucoup de gens me disent, ah oui, ambassadeur, c'est agréable, on se balade, on se promène, on profite, etc. C'est vraiment loin de la vérité. La vérité, c'est que c'est des nuits blanches, c'est un travail de compilation, de sélection, c'est un sacerdoce en fait. Il faut vraiment vouloir représenter au mieux les différentes, le territoire qui est le nôtre, et c'est pas forcément une sinécure. Se lever au milieu de la nuit pour participer à des conférences dans une langue étrangère, c'est pas évident. Et ensuite, il faut restituer tout ça à un maximum de personnes pour qu'ils puissent en tirer les bénéfices. Donc c'est vraiment être à l'avant-garde. Être ambassadeur, c'est plus être vraiment à l'avant-garde de la représentation de la Martinique et surtout faire en sorte qu'on ne l'oublie pas. Parce que s'il n'y a pas d'ambassadeur,
Eh bien, en fait, c'est simplement une voix de la Martinique qui ne s'exprime pas. Et donc, elle est oubliée. Au fur et à mesure des années, elle est oubliée. Voilà. Et nous, on veille vraiment à éviter cet aspect-là. Que ce soit pour le Virtual Island Summit ou pour le C20 qui arrive le mois prochain. D'accord. Oui, juste peut-être une dernière question sur Oui. la coopération régionale. Mmh. Où est-ce qu'on en est en Martinique d'après vous, vis-à-vis notamment de nos voisins, puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à développer. Alors, c'est une bonne question. Comme vous devez certainement le savoir, donc la Martinique est membre de l'AEC, de l'OECS et de la CEPALC avant 2015. Donc, ce sont des organisations qui ont un calendrier permanent d'activités diverses et variées. Nous n'avons pas, en tout cas que je sache, d'ambassadeurs dans ces différents espaces-là, à l'exception de l'OECS, évidemment. Nous avions également des représentants au Brésil, en Haïti, à Bruxelles et à Sainte-Lucie. Je ne sais pas s'ils sont encore en fonction, mais c'est peu probable, puisque dans une conférence à la Chambre de commerce que j'avais donnée en 2016, il n'y avait plus personne qui représentait la Martinique, physiquement, je veux dire, à l'international. Donc, pour moi, c'est un territoire déserté par les autorités qui ont pourtant une mission fondamentale de maintenir cette coopération. Et les programmes, donc il y avait 5 programmes, là encore je le dis en 2016 à l'époque, donc a priori que je sache il n'y en a pas eu de nouveau. Donc il y avait 5 programmes de coopération avec Sainte-Lucie et l'OECS essentiellement. Mais je ne sais pas si ces programmes sont arrivés à terme, s'ils sont reconduits, etc. Quelle est la nature des programmes actuels? Il y a trop peu de communication dessus, en tout cas pour qu'on sache vraiment quels sont les programmes. Et ça, c'est vraiment dommage. Là encore, c'est pareil. Hein. Si la coopération ne vit pas, si elle meurt, on part sur 15-20 ans pour pouvoir revenir à un niveau de coopération opérationnelle. Est-ce que vous, d'après vous, on a l'impression d'être déconnecté de la région et d'être toujours dépendant, entre guillemets, de la métropole? Plus que jamais. Plus que jamais. On est vraiment déconnecté de la région parce que les opérateurs qui ont mission de faire le travail que nous, les associations, faisons bénévolement, ne le font pas. Donc, de plus en plus de mes correspondants, un peu partout dans le monde, me font remonter qu'ils n'entendent plus parler de la Martinique, ils ne voient plus de représentants de la Martinique dans les grandes rencontres internationales, hein, qu'elles soient virtuelles ou réelles, elles sont surtout virtuelles à l'heure actuelle, et ils s'inquiètent en fait de cette situation. Mais je vous assure que c'est pas autant que nous. Parce que cette inquiétude, c'est effectivement que là encore, dans les grandes décisions, dans les grandes orientations, dans ce qui se décide à plusieurs, ben, la voix de la Martinique est complètement absente. Ouais, donc il y avait un véritable travail de réforme. Ah oui, c'est un travail de fond. Ce n'est pas un travail d'amateur, c'est un travail de professionnel. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas ouvert à tout le monde, hein, tout le monde peut y participer, mais vraiment se dédier à cette fonction-là, c'est un travail lourd. Voilà. Et nous, on a accepté de prendre ce fardeau en attendant que la situation retrouve son cours normal. D'accord. Ben écoutez, je pense que j'ai les réponses à mes questions. C'était très clair. Donc il n'y a pas de problème pour mettre sur YouTube. Hein. Oui, pas de souci, super. pas de problème.